Alors, comment j'arrive à l'écologie? J'arrive à l'écologie au début des années 2000, quand une de mes collègues, une collègue anglaise chez HP, me passe un bouquin qui s'appelle La guerre du carbone, donc un bouquin écrit par Jeremy Leggett, qui est un des responsables du plaidoyer de Greenpeace pour les accords de 97. Et donc là, je vois, moi, mon rapport à la nature, j'ai toujours voté écolo depuis que je suis majeur, hein, parce que le PS s'est déjà effondré en termes intellectuels lors de ma première élection en 92. Donc en 92, c'est les élections régionales. En Aquitaine, je vote pour Noël Mamère. Sans me définir écolo, je me définis plutôt comme de gauche à l'époque, clairement. Et là, avec ce bouquin, je réalise que toutes les courbes que je trace, moi, depuis déjà donc, pas loin de 10 ans, sur l'évolution de la dette, l'évolution du chômage, la baisse des heures travaillées, tout ça, en fait, il y a ces mêmes formes de courbes exponentielles dans la dégradation du vivant, dans les émissions de gaz à effet de serre, dans la destruction de la planète en général. Et donc là, je connecte les deux. En fait, je me dis c'est les mêmes racines, cette logique d'accumulation du profit. On est dans une crise de l'excédent aussi, c'est-à-dire que nous avons trop de profit. Et cette accumulation du profit par des gens qui n'en ont jamais assez, est génératrice à la fois d'inégalités sociales très fortes, donc ça et d'inégalités d'éducation, donc ça c'est mon combat premier, et d'inégalités en fait dans la destruction de la planète, et de cette destruction de la planète, et que cette destruction de la planète, elle accentue, et elle va peser de plus en plus sur les inégalités sociales. Donc là ça se connecte, et en fait il faut aller devenir radical, c'est-à-dire aller à la racine. Et la racine de ces deux mots, la destruction de la planète, les inégalités sociales, c'est cette culture du profit indu, du profit indu, de ce culte de l'argent. Et donc il faut aller lutter contre cela, et qui du coup lutter aussi contre une société qui, dans son projet, ne projette que, et de plus en plus, la compétitivité comme horizon pour l'espèce humaine, la croissance du PIB comme sortie de crise, qui accepte les inégalités sociales. Et finalement, bon, voilà, on va redistribuer quelques miettes qu'on peut arracher au système, mais on ne cherche plus à changer radicalement de système. Les écologistes sont, dans leur histoire, des forces incroyables. C'est-à-dire que, ils s'appuient sur la science. Donc ils ne sont pas irréalistes, c'est-à-dire que le système là, la croissance infinie dans un monde fini, voilà, bon, on sait bien que ça ne marche pas, la destruction de la planète, on sait bien que ça ne marche pas, donc on sait déjà tout ça, hein. Il y a déjà eu Rio, il y a déjà eu Kyoto, donc là les écolos ils sont réalistes, les écologistes ils sont réalistes, ils s'appuient sur la science, ils sont compétents, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent, ils développent une expertise, ils ont le sens de l'intérêt général. Ils sont reconnus pour cela, et particulièrement à Grenoble, avec la lutte contre la corruption, avec la remunicipalisation de l'eau. Donc il y a ces trois forces importantes, hein, compétence et expertise, engagement pour l'intérêt général, force de travail, hein, ils sont travailleurs, et on s'appuie sur la science. Mais ils ont une culture de lanceurs d'alerte, et ils ont une culture de contre-pouvoir. Et je reconnais la pertinence, hein, dans les années 70, les débuts de René Dumont, les grands intellos évidemment, Gore, Illich, etc. Mais aussi René Dumont, puis les combats des Verts des années 80-90, et évidemment le Larzac dans les années 70, enfin, tous ces contre-pouvoirs et ces lanceurs d'alerte sont pertinents dans notre histoire, je m'en sens dépositaire, mais pour moi maintenant, il faut passer à autre chose, il faut passer à l'exercice du pouvoir, donc garder ses forces, regarder le monde tel qu'il est, donc être réaliste, regarder la science, les compétences, le travail, le sens de l'intérêt général, et rajouter l'exercice du pouvoir. Et donc c'est ça qui m'obnubile, hein, c'est à ça que je passe du temps, essayer de changer cette culture-là, et qui va déboucher sur la victoire en 2014. Et nous avons un lien direct à la France. Et donc, moi, j'aime la France. Il y a une richesse, une histoire incroyable, une géographie incroyable, une beauté des paysages fantastiques, une capacité à porter des changements extrêmement fortes dans l'histoire, que ce soit dans la Commune de Paris ou dans le Conseil national de la Résistance. Je serai bientôt là
Chaque année, je suis au Mont Valérien pour célébrer l'appel du 18 juin. Mais le monument du Mont Valérien, c'est un résumé de l'histoire de France. À l'intérieur, il y a les 12 tombes des 12 façons de mourir pour la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des civils, des militaires, des gens de toute géographie, des femmes, des hommes. C'est 12 façons de mourir pour la France et il y a une place pour une clé de voûte. Et la clé de voûte, ce sera le dernier compagnon de la Libération. Donc ça sera Hubert Germain qui va venir là, en tant que dernier compagnon de la Libération, être enterré et faire clé de voûte sur ces 13 tombes du Mont Valérien qui représentent une façon de mourir pour la France. Alors, j'ai un espoir qui est un espoir individuel. C'est-à-dire que moi, je sens bien que ce que j'ai envie de vivre, c'est pas qu'on me limite, qu'on me cantonne à un homo economicus là, dont il faudrait stimuler les envies de consommation pour faire perdurer le système et dont il faudrait stimuler les envies de compétition et puis que notre objectif dans la vie, ça doit être le mieux classé possible à l'heure de notre mort, dont il faudrait stimuler le désir extractiviste par rapport à l'environnement. Et surtout, parce que cet espoir individuel, il n'a pas beaucoup de sens, je sens ce désir collectif de vivre autrement. Et donc ça, c'est une violence très très forte. Quand je vois les inégalités dans l'éducation dès tout petit, ça me tord les tripes. C'est pour moi une souffrance permanente. Et je sens aussi toutes ces couches moyennes supérieures qui sont heurtées, mais parce que le système tournait pas trop mal pour elles. Bon, elles étaient un peu conservatrices, mais là, elles sentent à la fois pour elles-mêmes la peur du déclassement. Elles disent, si jamais il m'arrive un accident de la vie, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est ma place dans le système? Est-ce que je serai accompagné ou pas? Est-ce que je pourrais reprendre ma place dans le système? Bon, il y a des gros doutes. Et puis surtout, ils sont en capacité de changer parce qu'ils voient bien que quand bien même pour eux-mêmes ça ne tournerait pas trop mal, ils sont dans l'impossibilité de pouvoir promettre à leurs enfants une reproduction sociale. Et donc ça, c'est aussi un vecteur de changement fort, notamment pour toutes les catégories sociales supérieures qui ne peuvent pas assurer leur reproduction sociale. Ils commencent à s'ouvrir au changement, clairement. Et puis, c'est évidemment la lutte pour le climat, pour le respect de la nature et de la biodiversité, contre le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre, contre la pollution et pour la gestion en bien commun des grandes ressources, l'eau, les matières premières, l'énergie, les terres agricoles, la biodiversité. Il y a là une capacité à ce que ces biens communs de la communauté soient effectivement accessibles à tous et soient pilotés par toutes et tous. Je vais revenir à ces 6 valeurs profondes ou principes de vie qui m'habitent. C'est que chacun et chacune puisse être loyal à lui-même, c'est-à-dire se découvrir, être loyal à lui-même, être loyal à lui-même aussi dans sa relation aux autres, dans sa relation à l'environnement, donc pouvoir vivre dignement, pouvoir vivre pleinement et savoir que ça va durer pour lui et les générations futures. Ce qui me met le plus en colère, c'est l'injustice dans l'éducation, notamment. Ça m'insupporte, ça me met en colère, ça m'attriste aussi, de façon tripale. Voilà, je sens, ça me pénètre, ça m'est totalement insupportable. Et ce qui me met en colère aussi, c'est le mépris de classe. Donc c'est une sorte de néo-darwinisme où les humains ne se considèrent pas comme frères les uns les autres, frères et sœurs. Ben là, ça se passe comme pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que dans la classe de ma fille, il y a un enfant d'une famille sans papier, donc elle, son instinct, la met en binôme avec cet enfant pour accélérer
son apprentissage des maths, du français, bon, voilà, hein, il arrive de l'étranger, ils sont passés par l'Italie, donc il parle italien. C'est une école où on apprend l'italien à haute dose, hein. C'est une école publique là aussi, mais à Grenoble, il y a des écoles où on apprend des langues étrangères à cause des équipements scientifiques européens qu'il y a. Donc il y a une charte pour apprendre l'apprentissage des langues dans certaines écoles pour que tous les scientifiques européens puissent continuer à donner des cours dans leur langue maternelle à leurs enfants. Donc ma fille fait ça et nous on dit les parents comment ça se passe et donc on découvre l'approche administrative, comment demander des papiers, pour quelles raisons, accompagner ce processus, aller à la préfecture et donc on monte petit à petit un collectif, une solidarité, du financement, de l'hébergement, on monte une bourse pour faire circuler des vêtements, faire circuler des jouets au moment de Noël, faire des bourses, voilà, tout ce qui peut accompagner. Et c'est le premier collectif RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui ne s'appellent pas comme ça au début, mais qui vont s'appeler comme ça très vite quand ça émerge un peu partout en France. D'abord, je découvre le processus administratif, je découvre la préfecture, je découvre tout cela. Je découvre aussi des parcours de vie extrêmement riches, hein. Il y a ceux qui peuvent arriver d'Algérie, donc avec un lien, une histoire à la France très fort. Il y a ceux qui arrivent de l'ex-Yougoslavie, avec une histoire qui n'est pas la nôtre, mais on se sent là en proximité totale, hein, depuis Grenoble. Quand je rentre chez moi vers les Pyrénées, c'est 800 km à peu près, hein, pour aller jusqu'à mon village. Si je pars dans l'autre sens, je suis dans l'ex-Yougoslavie, je suis en Croatie. Donc je me sens très proche de cet univers géographique. Et puis ceux qui arrivent de terres de guerre plus loin, hein, des Kurdes d'Azerbaïdjan qui ont été balayés par la guerre de 91. Voilà, tout cela. Donc ça fait une diversité de cultures, une diversité de profils, une diversité de sensibilités, ceux qui arrivent d'Afrique subsaharienne également. Et tout ça, à chaque fois, c'est à la fois un accompagnement spécifique d'une famille, d'enfants, la découverte de parents, découverte de traumatismes aussi, évidemment, l'expérience vécue de ces traumatismes, et puis des liens qui restent avec certains avec qui je suis toujours en contact, alors qu'on a quitté l'école il y a fort longtemps. Ça résonne déjà dans ma famille, on accueillait des étrangers qu'on hébergeait, qu'on accueillait au moment des fêtes de Noël. Nous, on a une grande famille et la fête est très importante, donc c'est des temps collectifs avec tous mes cousins, mes grands-parents, etc., mes oncles et tantes. Et donc on accueillait déjà des étrangers dans notre famille, adultes, et puis on avait accueilli aussi, lors des grèves de 84 en Angleterre, hein, sur les mines, à un moment, les mineurs grévistes n'avaient plus de quoi donner à manger à leurs enfants, et donc il y avait eu un réseau chrétien, je pense, de solidarité. Et donc on avait accueilli un enfant de mon âge à l'époque à la maison pendant plusieurs semaines. Oui, c'est des cathos de gauche. Voilà, c'est vraiment les cathos de gauche qui sont à la fois des professions intellectuelles, hein, sociologues, géographes, chercheurs au CNRS, mais qui sont aussi les mains dans la vie, engagés avec des réseaux culturels très variés, engagés dans la solidarité, engagés dans l'Église aussi, qui sont, voilà, ma mère, elle est sociologue auprès d'éducateurs spécialisés, donc dans des quartiers difficiles. Donc il y a un brassage permanent, on invite des gens, il y a toujours du monde à table, des intellos, des SDF que ma sœur ramène en rentrant du lycée, donc c'est une sorte de table ouverte très large. Ces valeurs qui sont importantes pour moi, d'abord c'est la joie, hein, un amour de la vie, et donc la vie est joyeuse, le bonheur c'est le bonheur, hein, c'est des moments de joie, et donc cette ouverture à la joie, c'est le partage. Le partage, c'est la rencontre de la diversité, c'est l'action aussi dans le partage, c'est l'harmonie, c'est-à-dire qu'on se sent dans un univers, on se sent en lien, donc il n'y a pas un côté surplombant des humains, mais on se sent en lien dans un écosystème. Donc ça c'est vraiment l'harmonie, la découverte aussi du beau. Dans l'harmonie, il y a un rapport à l'esthétique qui est très fort.
l'émerveillement, c'est important pour moi, donc ça c'est l'harmonie. Il y a une dimension de libération, c'est-à-dire que nous sommes prisonniers de notre éducation, prisonniers de nos rapports sociaux, prisonniers de plein de choses, et donc il y a un travail permanent de libération pour être conscient de ce qui peut nous enchaîner et de choisir si on continue, si on ne continue pas, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de changer, ce questionnement perpétuel, donc ça c'est la libération. Il y a l'engagement, parce que rien de tout ça ne vaut s'il n'y a pas de l'action. Et ça, c'est très fort pour moi, hein, il faut agir, donc c'est l'engagement. Et puis, il y a aussi la transmission, c'est-à-dire qu'on est inscrit dans une histoire, il y a un souffle de la vie, et ça, c'est important parce que finalement, on accueille, on ne contrôle pas. Donc moi, j'aime pas essayer de contrôler la vie. Voilà. Il y a une forme de non-contrôle, on est débordé par la puissance de la vie. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'on a une famille nombreuse, c'est qu'on est débordé par voilà, le bazar que trouve cette énergie vitale qui suinte de partout. Mon boulot en général est moteur de ma prise de conscience politique, c'est-à-dire que je n'ai pas de séparation entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, dans mes valeurs, dans mon système de valeurs, dans ce que je veux mettre en œuvre. On travaille un temps conséquent de notre temps, de notre vie, et donc je ne peux pas mettre en œuvre dans mon travail d'autres valeurs que celles que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie tout court. Je ne peux pas faire une parenthèse, là je fais différemment. Et donc quand je débarque dans ma première usine en 1996, dans mon premier boulot, je me dis, waouh, en fait, si l'objectif premier, on va dire, si c'est d'optimiser le travail humain pour se libérer du travail, ce qui peut être un projet sympa, pour avoir du temps pour faire autre chose, en fait, on est en train de créer du chômage de masse. Il y a déjà à l'époque, en 1996, du chômage de masse. Hein, mais en fait, le résultat de mon travail, ça va être de multiplier ce nombre de chômeurs. Donc, moi, je ne veux pas faire ça, ça n'a pas de sens, puisque on a besoin, la justice sociale, elle a besoin de justice économique, et la justice économique, elle passe par une capacité de contribution, et même la démocratie, elle passe par une capacité de contribution. Donc, il faut que tout le monde puisse contribuer à remplir nos besoins, et donc ça passe par le travail. Donc, moi, je me dis, non, je ne vais pas optimiser le travail, moi, je vais prendre le système de bout en bout, là, aller prendre les fournisseurs et les fournisseurs des fournisseurs, et puis aller jusqu'aux clients et aux clients des clients. Et mon énergie, je vais la mettre sur comment on économise non pas du travail, mais comment en coopérant à l'ensemble du système au niveau boulot, on va réussir à économiser des déchets, économiser du gaspillage, économiser des produits obsolètes, économiser des inefficacités de production parce que problème de qualité. Donc je vais travailler sur toutes ces parties-là pour améliorer le système dans son ensemble, quoi. Donc ça, j'y passe 5 ans. Après, je quitte cette entreprise quand ils veulent me faire un plan de carrière mirobolant, mais qui m'amènerait à aller changer de métier et changer de continent tous les 2 ans. Et je rentre chez HP, où je vais faire la même chose, mais là, dans le service après-vente, comment améliorer le service client, réduire les déchets, réduire les inefficacités, améliorer le système dans son ensemble, dans le système service après-vente de l'ensemble des produits d'HP pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc je vais avoir différentes fonctions dans les 10 ans que je passe à HP. Et donc les dernières années, les 3 dernières années, un peu plus de 3 dernières années, je suis directeur des opérations, donc du service après-vente pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc je gère des réseaux d'usines, d'usines de réparation, d'usines d'assemblage de pièces, de distribution, et on va livrer à des ingénieurs qui sur le terrain vont réparer les bécanes, récupérer les pièces détachées qu'on va réparer et remettre dans le circuit. On est dans une société, bon, c'est un géant américain, hein, quand je rentre il doit y avoir 90 000 salariés, puis après il y a des rachats, on monte à 150 000 salariés, puis à 300 000 salariés, donc, et en fait le nombre de personnes qu'on fait bosser c'est nettement plus que cela, puisque les usines c'est pas des salariés d'HP dedans, les transporteurs c'est pas des salariés d'HP, donc en fait on pilote une chaîne qui représente des millions de travailleurs. Là-dedans, pour la partie des travailleurs d'HP, il y a un système de bonus qui est mis en place pour les grands chefs
Et dans ce système de bonus, mon nouveau chef texan, j'avais un chef chinois qui décède, je passe sous un chef texan qui veut améliorer son ratio entre pays rouges et pays verts pour améliorer son bonus. Et donc ce ratio de pays rouges et pays verts, c'est que les pays sont classés à HP entre les pays rouges qui sont des pays où le coût du travail est important et les pays verts là où le coût du travail n'est pas important. Donc pour faire simple, pour nous c'est la Bulgarie, la Roumanie et puis après la Chine, l'Inde. Et les pays rouges, c'est l'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Californie, par exemple. Et puis au sein de ces pays rouges, il y a des pays rouges clairs, comme la Suisse. Le coût du travail est important, mais on peut virer les gens comme ça, sans problème. Et les pays rouges foncés, comme la France, l'Allemagne, la Californie, les Pays-Bas, où en plus, il y a une protection des travailleurs. Et donc derrière, il calcule des ratios entre combien j'ai d'employés dans les pays verts, dans les pays rouges, et son bonus est indexé là-dessus. Et donc il veut que je vire 120 personnes de mes équipes d'Europe de l'Ouest pour les déplacer en Europe de l'Est ou en Inde. Et je refuse, ça n'a aucun sens économique. La masse salariale représente environ 2-3% du budget. Alors ce qui est drôle, c'est que moi je me fais virer, il y a les syndicats, il y a une union syndicale qui fait grève et qui fait une manif pour moi, ce qui est assez original pour... donc ça, c'est beaucoup d'émotions cette période-là, parce que j'aimais beaucoup mon travail, l'environnement de travail était super sympa. Donc il y a une manif, mais je me fais virer quand même. Mais comme il y a aussi les services des ventes un peu partout en Europe et les services financiers un peu partout en Europe, qui ont expérimenté dans les dernières années la qualité du travail de notre équipe, la grogne continue, même après mon départ. Et quelques mois après, ce plan-là est arrêté. Il y en aura d'autres après, mais celui-là est arrêté par la direction générale d'HP. C'est assez fou parce que la campagne, c'est des campagnes de liste régionales, donc moi je suis 4e sur la liste départementale de l'Isère pour cette campagne. Donc on fait campagne comme on peut, on fait des débats, on fait des réunions publiques, on colle des affiches, on distribue des tracts, mais on n'est pas en première ligne quand on est 4e sur une liste départementale d'une campagne régionale. Donc je suis contributeur, mais au fil de la campagne, je vais petit à petit intégrer un groupe qui prépare la négociation et puis après qui va faire la négociation d'entre-deux tours avec le Parti socialiste. Une négociation qui est serrée parce que le PS a fait 26%, nous on a fait 19%, donc l'écart est assez réduit. Et donc je vais plonger là-dedans, au cœur de la machine, alors que j'y connais rien, enfin j'ai pas d'expérience. Et après, Philippe Mérieux, notre tête de liste, lui, veut s'engager dans l'exécutif pour changer les choses, mettre en œuvre ses projets, notamment tout ce qui est lié à la formation tout au long de la vie, tout ce qui est lié à l'intégration des compétences informelles. Enfin, il va faire un travail extraordinaire là-dedans. Donc, je suis sollicité pour être coprésident de groupe avec une élue de Savoie. Et donc, je me retrouve du jour au lendemain, après les élections, coprésident d'un groupe de 37 élus, devant faire les négociations pour l'exécutif du conseil régional, et après plonger au cœur de la vie institutionnelle. Et donc là, je me dis, waouh, c'est pire que ce qu'on imagine de l'extérieur, quoi. Voilà, c'est ça. Ma réaction première les premiers mois, c'est de me dire, waouh, c'est deux trucs. C'est un, c'est pire que ce qu'on imagine de l'extérieur. Alors que si je m'engage, c'est que je considérais que ceux qui étaient dedans ne faisaient pas un bon boulot, sinon j'aurais laissé les gens, sans doute, j'aurais continué ma vie associative, familiale, sportive, culturelle, professionnelle. Donc c'est pire que ce qu'on imagine de l'extérieur, et pourtant on en a une mauvaise image. Première chose. Deux, à l'inverse de la sphère professionnelle où j'ai toujours des idées sur comment il faudrait faire ci, ça, et que devrait faire mon chef, le chef de mon chef et le PDG d'HP ou de mes autres boîtes. Là, on se dit, bon, ok, la démocratie est complexe. On ne se dit pas, tiens, pof, 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 on fait trois trucs et puis le problème est réglé. On découvre la difficulté de la démocratie. Donc il y a bien quelques pistes que je vois tout de suite. Le cumul des mandats, je vois tout de suite que c'est un problème. Le rapport à l'argent et le cumul des indemnités, je vois tout de suite que c'est un problème pour plein de gens qui sont prisonniers parce qu'ils gagnent beaucoup plus en faisant de la politique que s'ils étaient dans leur boulot.
La gestion de l'information, je vois tout de suite que c'est un problème. L'information, c'est de l'information spéculative, alors que moi j'ai passé ma carrière professionnelle à diffuser de l'information, parce qu'on veut optimiser un système, il faut partager de l'information et coopérer autour de l'information. Là, au contraire, on fait de la spéculation autour de l'information. Donc ça, c'est très choquant, donc ça me fera des jalons pour plus tard sur qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire pour que déjà ça fonctionne mieux, mais il n'y a pas de solution magique dans la démocratie. Alors moi, je suis super fier de ce mandat parce que d'abord, la politique régionale, c'est une politique où il y a vraiment un intérêt pour les politiques publiques. On est assez loin des habitants, le budget est assez faible, c'est aux alentours des un peu plus de 400 € par habitant. Pour vous donner une idée, une ville, c'est à peu près 2 000 €, un État, c'est à peu près, l'État français, c'est à peu près 6 000 €, les grosses mailles, c'est l'ordre d'idée, 6 000 €, une municipalité, c'est à peu près 2 000, un département, c'est à peu près 1 000, et puis là, la région, c'est à peu près 400. Mais il y a du pouvoir politique parce que ces 400, ils sont répartis sur la mobilité, donc les trains notamment régionaux, sur les lycées, sur la formation continue à l'époque. Et puis après, il y a un volet assez fort sur l'agriculture, l'économie, la culture, etc., mais un volet d'intervention plus spécifique, politique, qui est fort. Donc voilà, il y a du pouvoir d'agir. Et moi, en tant que coprésident de groupe, ce qui m'intéresse, c'est la transversalité. Donc je vais accompagner l'exécutif, le groupe, d'abord animer le groupe qui est très divers. Il y a à la fois des gens qui arrivent de Cap 21, donc plutôt une culture, on va dire, de centre droit, environnementaliste de centre droit, et des gens qui sont des faucheurs volontaires ou qui sont perquisitionnés quand il y a des intrusions dans les centrales nucléaires. Donc le spectre politique est très large et la capacité à travailler ensemble sur des projets concrets est très forte. C'est-à-dire que si on rentrait par un angle idéologique, sans doute que le groupe ne survivrait pas longtemps, mais l'entrée par quelle politique publique, quel projet, ça fonctionne. Donc ça, je trouve ça très riche. Et dans les discussions à l'intérieur de la machine régionale, de l'institution, ce qui m'intéresse en tant que coprésident, c'est que du coup, on traverse, c'est la transversalité, et donc comment on fait avancer nos politiques publiques. Alors, on va bouger plein de choses dont maintenant je me sers d'ailleurs depuis que je suis maire. C'est-à-dire qu'on va créer une société publique locale qui s'appelle OSER pour accompagner les collectivités pour la transition énergétique. On va, je sais pas, rentrer dans la coopérative d'autopartage qui est maintenant la coopérative que j'utilise puisque j'ai plus de voiture depuis 6 ans. On va protéger le foncier agricole avec une grosse politique autour de ça. On va voilà, développer les transports en commun, donc les trains régionaux. Donc il y a une vraie politique autour de ça. Il se passe énormément de choses, de la coopération internationale, on fait des choses aussi très intéressantes. On a 9 vice-présidents qui vont vraiment changer la donne. Et puis moi, je m'occupe des contrats territoriaux emploi-formation. Et donc ça me donne sur le bassin de vie grenoblois, sur le bassin d'emploi, beaucoup de moyens aussi de connecter les politiques économiques avec les politiques d'emploi.